Des informations font surface concernant une tentative délibérée de restructurer en profondeur la monarchie britannique, une manœuvre visant à contourner discrètement le prince William et à consolider un nouveau centre de pouvoir. Si ces informations ont été révélées, c'est uniquement parce que la princesse Anne a décidé de rompre le silence. Le déroulement de ce scandale est aussi choquant que son contenu, dévoilant une culture de palais qui ressemble moins à une institution stratégique qu'à une organisation en proie à la panique. La princesse Anne n'a pas tenu de conférence de presse traditionnelle pour exprimer ses inquiétudes. Elle n'a pas publié de communiqué officiel sur papier en tête du palais orné des armoiries royales. Le monde a appris la menace par une fuite de communication, à la fois délibérée et directe. Quiconque connaît le fonctionnement de la princesse royale et a immédiatement compris qu'il ne s'agissait ni d'une erreur ni d'une simple divulgation accidentelle. Anne a passé des décennies à être la seule membre de la famille royale à ne jamais rechercher la polémique ni l'approbation de la presse à scandale. Elle a toujours honoré ses engagements, rempli ses devoirs avec professionnalisme et repris sa vie privée sans faire de vagues. Forte de cette réputation, sa décision de prendre position publiquement a un poids que le palais ne peut ni ignorer ni minimiser. Dans son message divulgué, Anne faisait référence à ce qu'elle décrivait comme une tentative coordonnée, mais et dangereuse de perturber l'ordre de succession naturelle. Bien qu'elle n'ait pas nommé directement la reine Camilla, dans la fuite initiale, la formulation était si précise que personne dans les cercles diplomatiques ou royaux n'a eu besoin de se demander de qui il s'agissait. Anne écrivait que des actions spécifiques étaient entreprises. Violence des volontés exprimées par la défunte reine Élisabeth et menaçant l'avenir même de la monarchie en tant qu'institution. Invoquer les dernières volontés de la reine est considéré comme l'arme ultime dans la communication royale. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord sur l'agenda ou les apparitions publiques. C'est une déclaration de guerre. Anne se positionne comme la gardienne suprême de l'héritage de sa mère, affirmant publiquement qu'une personne haut placée au sein du palais œuvre activement à le démanteler. Les détails qui ont émergé depuis cette première fuite sont bien plus accablants que l'accusation initiale. Des sources proches de la princesse Anne indiquent qu'elle a passé des mois en proie à un profond conflit intérieur, découvrant des documents qu'elle n'aurait jamais dû voir et reconstituant un schéma qu'elle avait d'abord tenté d'attribuer à un simple remaniement de palais. Anne et William ont toujours entretenu une relation étroite, en le considérant comme le dernier pilier inébranlable de la monarchie. À ses yeux, William n'est pas seulement le fils de Diana, mais aussi le monarque moderne, dont la couronne a désespérément besoin pour survivre au XXIe siècle. À mesure que l'influence de Camilla sur le roi Charles s'accroissait, Anne se sentait de plus en plus éloignée des instances décisionnelles. Les conversations qui se déroulaient auparavant en sa présence se tenaient désormais à huis clos. Les invitations aux réunions stratégiques cruciales qui lui étaient traditionnellement adressées étaient redirigées vers d'autres personnes. Au début, elle se disait qu'il s'agissait simplement de l'évolution naturelle des rôles royaux, d'une modernisation du vocabulaire habituel du palais, pour des changements que personne ne souhaitait expliquer. La situation bascula cependant lorsqu'elle découvrit une communication confidentielle qu'elle n'aurait jamais dû lire. Dissimulée au sein d'un ensemble de documents hautement sensibles, des références à une réforme de la succession étaient soigneusement expurgées et le langage épuré au point d'être quasiment illisible pour un observateur extérieur. Malgré le ton bureaucratique, les implications étaient sans équivoque. Il existait un plan visant à entraver l'accession au trône de Guillaume sous couvert de modernisation. Le caractère insidieux de cette note réside dans sa formulation subtile. Personne n'a été assez naïf pour y inscrire ouvertement la possibilité d'écarter le prince de Galles de l'ordre de succession. Une telle mesure aurait été trop flagrante, trop facile à divulguer et impossible à justifier. Le document emploie donc des expressions telles que réexamen de la dynamique de succession, modernisation des rôles cérémoniels et
réattribution des fonctions de représentation. Ce genre de jargon bureaucratique paraît ennuyeux jusqu'à ce qu'on l'analyse ligne par ligne. Chaque recommandation de la note visait à éroder progressivement la visibilité de William, son influence, et en fin de compte, sa place au sein du cadre constitutionnel du Royaume-Uni. Le dernier paragraphe du document préconisait, semble-t-il, d'accélérer ces mesures avant que l'opinion publique ne se forge pleinement une opinion sur l'héritage de Cambridge. Quand Anne découvrit la situation, les conseillers du palais la décrivirent immédiatement comme inhabituellement renfermée et tourmentée. Dans des écrits privés qui refirent surface bien plus tard, elle décrivit le palais comme se pourrissant de l'intérieur, évoquant une conspiration silencieuse dissimulée sous le couvert protecteur du protocole. Ce ne sont pas les mots d'une membre de la famille royale réagissant de manière excessive à des intrigues de cour mineures. Ce sont les mots d'une femme qui comprit que l'institution qu'elle avait défendue toute sa vie se retournait contre sa propre lignée. Elle commença à se confier à William, mais avec une extrême prudence. Il tenait des réunions tard dans la nuit, à l'abri des regards du personnel, et utilisait des notes manuscrites à l'ancienne, impossibles à retracer sur des serveurs numériques. Anne ne voulait pas alarmer l'héritier, mais il était essentiel qu'il comprenne que quelque chose clochait au sein de l'administration actuelle. Fidèle à sa nature diplomatique, William préconisa d'abord la prudence et tenta d'éviter que la situation ne dégénère en scandale public. Cependant, Anne perçut ce qu'il refusait, peut-être d'admettre. Camilla ne se contentait pas de jouer un jeu politique, mais œuvrait à l'instauration d'une nouvelle monarchie qui le marginaliserait. L'ascension de Camilla fut un processus méthodique qui débuta bien avant son couronnement aux côtés du roi Charles. Après la mort de la princesse Diana, une certaine froideur persistait entre William et sa belle-mère. Malgré une façade de courtoisie affichée en public, des sources proches du couple évoquaient depuis des années des conversations guindées et des absences calculées qui laissaient en se transparaître des tensions non résolues. William était farouchement attaché à la mémoire de sa mère, tandis que Camilla, semble-t-il, n'aurait jamais oublié comment l'ombre de Diana continuait de planer sur la couronne. Camilla n'a pas laissé le passé la hanter. Elle a consacré son temps à consolider son pouvoir. Alors que la santé de la reine Élisabeth déclinait et que Charles assumait davantage de responsabilités, Camilla a comblé le vide non seulement en tant qu'épouse dévouée, mais aussi comme stratège de premier plan. Les observateurs royaux ont constaté que son influence s'étendait à des domaines traditionnellement réservés aux conjoints. Elle n'accompagnait plus seulement le roi. Elle cogitait les reines de l'État. Les principaux conseillers qui avaient servi la famille pendant des décennies commencèrent à disparaître, remplacés par des fidèles dont la loyauté allait avant tout à Camilla et non à la tradition. Une cour parallèle se formait en coulisses, un réseau d'assistants, d'attachés de presse et de conseillers qui gravitaient autour d'elle plutôt qu'autour du roi. Il s'agissait d'insertions chirurgicales dans la hiérarchie du palais, toujours présentées comme une rationalisation ou une modernisation nécessaire. Les périodes de maladie et de fragilité émotionnelle du roi Charles offrirent des opportunités à cette nouvelle cour. Ceux qui avaient autrefois un accès direct au monarque se retrouvèrent contraints de passer par de nouveaux intermédiaires. La correspondance était filtrée et les apparitions publiques soigneusement orchestrées afin de promouvoir une vision particulière de la monarchie. Camilla était souvent la seule personne présente aux côtés de Charles durant ces périodes délicates, veillant à ce que seules certaines voix parviennent à ses oreilles. Ces voix du pouvoir prenaient déjeuner dans une monarchie moderne à l'aise avec les médias, et dont la figure centrale ne dépendait pas forcément de William. La fuite de la note interne était l'aboutissement logique d'années de manœuvres discrètes. Le document au ton clinique révélait pourtant clairement son intention de perturber l'avenir de la couronne, une intention qui ne faisait aucun doute pour ceux qui en comprenaient les rouages. Lorsque la note parvint enfin au cercle rapproché de William, la réaction fut explosive. Un conseiller de haut rang aurait quitté la pièce en trombe incrédule, tandis qu'un autre, bouleversé par l'ampleur de la trahison, en fut submergé par les larmes. Les mots « trahison » et « trahison » ne se murmuraient plus, mais s'écriaient à huis clos.
Pour William, c'était la confirmation définitive que les exclusions discrètes et les changements subtils dans ses fonctions n'étaient pas des symptômes de paranoïa, mais des attaques ciblées contre son avenir. Les journalistes finirent par remonter jusqu'à un groupe de conseillers de haut rang qui s'était amassé rapproché de façon inhabituelle du cercle restreint de Camilla. Il ne s'agissait pas de simples employés, mais de personnes au cœur des opérations du palais, instrumentalisées par un agenda caché. Le cabinet de Camilla refusa tout commentaire, mais les liens étaient trop précis pour être considérés comme une simple coïncidence. En dehors des murs du palais, la réaction du public fut immédiate et partagée. Sur les réseaux sociaux, les slogans « Justice pour William Massey » et les discussions autour d'un « coup d'État de Camilla » se sont propagés à travers le monde. Les sondages d'opinion ont révélé un net revirement de l'opinion publique qui réclame désormais la transparence concernant la succession et le véritable rôle de la reine consort. Pour une institution aussi attachée à son image publique et à la préservation de ses traditions, il ne s'agissait pas d'un simple scandale, mais d'une rupture constitutionnelle. Pourtant, dans les jours qui suivirent le palais resta figé. Aucune mesure rapide ne fut prise pour limiter les dégâts, aucun démenti officiel ne fut publié et le roi ne fit aucune déclaration. Certains pensent que ce silence était une stratégie pour étouffer l'affaire, tandis que d'autres estiment que l'institution fut simplement prise au dépourvu par la vérité. Le silence du roi Charles a été l'aspect le plus troublant de cette crise. Il n'a fait aucune déclaration publique, et même semble-t-il à son fils. Pour comprendre ce silence, il faut saisir l'habitude qu'a toujours eue Charles d'éviter la confrontation et d'hésiter face aux décisions difficiles. Au cœur de la crise la plus explosive de son règne, stress de caractère ont refait surface. Alors que l'opinion publique réclame des éclaircissements, Charles s'est replié sur lui-même, plongeant la nation et son héritier dans l'incertitude. Selon des sources internes, Camilla exerce désormais une emprise totale sur son emploi du temps et sa communication. Les réunions sont filtrées et il répond rarement au téléphone sans sa présence. On ne parle plus d'un partenariat, mais d'une présidence de fait, d'une monarchie réorientée sous l'influence d'une épouse ambitieuse. Des rumeurs circulent également concernant des conversations privées et non documentées entre Charles et des conseillers en réforme constitutionnelle. Les sujets abordés, la rationalisation de la monarchie et la simplification de la représentation, semblent louables, mais leur ressemblance avec le contenu de la note divulguée est trop frappante pour être fortuite. Même lorsque la princesse Anne lui a présenté directement les preuves de cette ingérence, la rencontre a été décrite comme froide et définitive. Anne s'exprima en gardienne de l'héritage de leur mère, tandis que Charles, pâle et renfermé, refusait de confirmer ou d'infirmer les allégations. Ce silence confirmait ce que les mots ne pouvaient exprimer, le mal était désormais fait. Le personnel du palais commença à se diviser en factions. Certains restant fidèles au roi et à la reine, tandis que d'autres se rallièrent à William et Anne pour tenter de préserver la lignée. Face au silence de Charles, l'équipe de Camilla lança une vaste offensive médiatique. Quelques heures après les révélations d'Anne, une vague de messages soigneusement orchestrés déferla sur les médias. Des journalistes complaisants bénéficièrent d'un accès exclusif et les gros titres louèrent la grâce discrète de Camilla et son rôle de reine imperturbable en des temps troublés. L'objectif était de modifier le récit et surtout de discréditer la princesse Anne. Des fuites anonymes commencèrent à la dépeindre comme émotionnellement instable et amère quant à sa place au sein de la hiérarchie royale. Des termes comme « fragile » et « isolé » furent utilisés pour saper sa crédibilité. Même sa loyauté envers la défunte reine fut remise en question, certains suggérant qu'elle agissait par rancune personnelle plutôt que par sens du devoir. Cette tactique calculée s'étendait jusqu'à la note de service divulguée elle-même, qui fut requalifiée non pas de coup d'État, mais de proposition de réforme mal comprise et mal interprétée par les traditionalistes. Cette phrase fut répétée jusqu'à finir
par passer pour une évidence aux yeux de l'observateur non averti. En coulisses, la pression sur le personnel d'Anne et de William s'intensifiait. Leurs emplois du temps étaient perturbés, leurs déplacements interdits, et les lanceurs d'alerte se retrouvaient sous surveillance. Des rumeurs circulaient même concernant des tentatives d'accès à la correspondance et aux journaux intimes d'Anne, afin d'y trouver des éléments compromettants. Cependant, Camilla a peut-être sous-estimé l'ampleur de la résistance au sein du palais. Une nouvelle voix s'est récemment fait entendre. Un membre important de la famille royale restait neutre, jusqu'alors a apporté son soutien à Anne. Cette nouvelle alliance a provoqué un véritable séisme au sein du cercle rapproché du roi, transformant les allégeances discrètes en prise de position publique. Pour Camilla, la résistance vient désormais de l'intérieur même des murs qu'elle cherchait à contrôler. La situation a basculé lorsqu'une conseillère royale de haut rang, profondément ancrée dans l'institution depuis des années, a décidé de briser le silence. Son témoignage laisse entendre que la note n'était pas une création soudaine, mais le fruit d'années de rédaction et de révision en coulisses. Les premières versions du document étaient, semble-t-il, beaucoup plus audacieuses, affirmant explicitement l'objectif d'écarter William de la succession. Le langage n'a été adouci que par crainte d'une fuite avant que le contrôle total ne soit assuré. Le détail le plus troublant qui est révélé par cette lanceuse d'alerte est sans doute que le roi Charles était apparemment au courant de ces discussions. Il aurait lu et discuté de plusieurs versions des dossiers de réforme de la succession. Si cela s'avère exact, la thèse selon laquelle Charles aurait été une victime manipulée s'effondre complètement. Cela laisse penser qu'il a participé passivement à un plan visant à marginaliser son propre fils, la personne qui a révélé l'information. Également entendu Camilla confier à une confidente que ces mesures mettraient un terme définitif à l'histoire de Diana, indiquant ainsi que l'objectif était l'effacement total de l'influence d'une lignée spécifique. La lanceuse d'alerte a finalement révélé l'information après avoir été menacée, fournissant à l'équipe d'Anne une multitude de documents de dates et de notes confirmant l'existence de ce complot. Le monde entier attend désormais la prochaine décision de la princesse Anne. Elle s'est exposée au grand jour non seulement en tant que membre de la famille royale, mais aussi comme le dernier rempart de la monarchie contre les dérives internes. Elle sait qu'il s'agit d'un combat pour la survie de l'intégrité de l'institution. Forte de preuves documentées et du soutien d'alliés clés, elle réclame la création d'un tribunal royal indépendant pour enquêter sur les ingérences dans l'ordre de succession. Cette initiative, sans précédent dans l'histoire moderne, oblige la monarchie à rendre des comptes pour ses propres agissements occultes. Le soutien à ce tribunal se renforce discrètement au sein du Commonwealth et des conseillers de haut rang en Australie et au Canada expriment leur profonde inquiétude quant à la stabilité de la couronne. William, bien qu'ébranlé par l'ampleur de la trahison, soutient fermement sa tante. Il a subi l'érosion progressive de la confiance pendant des années et sait que la transparence est la seule voie à suivre, même si elle doit entraîner l'effondrement total du pouvoir en place. Anne demeure inflexible, convaincue qu'aucun trône ne mérite d'être hérité si le État est bâti sur le mensonge. L'entourage de Camilla commence à se fissurer sous la pression. Ses apparitions médiatiques sont annulées et des démissions de membres du personnel fuitent dans la presse. Celle qui jadis naviguait avec tant d'habileté dans l'ombre se retrouve désormais paralysée par cette soudaine exposition médiatique. Au cœur de cette tourmente, le roi Charles continue d'hésiter certains de ses proches, le poussant à envisager l'impensable, l'abdication. L'abdication n'est pas envisagée comme une punition, mais comme le seul moyen de préserver la monarchie. Il est suggéré que Charles se retire et laisse William accéder au trône tant que l'institution bénéficie encore du respect du public. Pour un homme qui a attendu toute sa vie de régner, cette perspective est dévastatrice. Mais les appels au changement tant interne qu'externe se font de plus en plus pressants. En dehors du palais, un mouvement mondial a émergé, les citoyens prenant position et exigeant la transparence. La famille royale ne peut plus se retrancher derrière le protocole, ni le silence du roi.
La princesse Anne ne convoite pas le trône, mais elle est en quête d'une vérité susceptible de changer le cours de l'histoire britannique. Les camps sont clairement définis, et l'avenir de la couronne ne tient plus qu'à un fil, celui de la responsabilité. L'affaire de la note de succession, simple rumeur de palais, s'est muée en crise constitutionnelle qui menace de redéfinir la maison de Windsor pour des générations. Alors que le tribunal se profile et que les preuves s'accumulent, la monarchie est confrontée à un moment de vérité. Choisira-t-elle de protéger sa lignée et l'héritage de sa reine bien-aimée, ou succombera-t-elle aux ambitions d'une cour parallèle? Le silence est rompu et le feu allumé par Anne ne s'éteindra probablement pas avant que toute la vérité ne soit révélée. La survie de la monarchie dépend de sa capacité à affronter sa propre corruption interne et à en sortir intègre sous peine de sombrer dans l'oubli. La lutte pour la couronne a toujours été un drame et aux enjeux considérables, mais ce conflit moderne se déroule à l'ère de la surveillance mondiale. Chaque geste est scruté, chaque fuite analysée, et le public n'est plus disposé à accepter la parole officielle comme une vérité absolue. L'avenir de William, autrefois considéré comme acquis, est désormais la question centrale de son règne. Il incarne la nouvelle génération, tandis que la note de service représente une tentative désespérée de s'accrocher à un autre type de pouvoir. L'issue de cette lutte déterminera si la couronne demeure un symbole d'unité nationale ou devient un vestige de division interne. La princesse Anne, dans son rôle d'improbable révolutionnaire, a veillé à ce que la décision ne soit pas prise dans l'ombre, alors que les juristes et les constitutionnalistes se préparent à l'éventuelle création d'un tribunal. L'atmosphère au palais demeure tendue et empreinte d'attente. Le personnel, les conseillers et les membres de la famille elle-même sont tous conscients que les anciennes règles ne sont plus de mise. Le chapitre Diana, que Camilla cherchait à clore, est devenu au contraire le catalyseur d'une nouvelle ère de transparence. Le souvenir de la défunte reine Élisabeth II plane comme un juge silencieux sur les événements, rappelant le devoir et l'abnégation qu'exige le trône. Charles trouvera-t-il la force d'agir, ou la décision sera-t-elle prise pour lui? Telle est l'ultime énigme de cette tragédie royale. La couronne est lourde, mais le poids de la trahison l'est encore davantage, et les Windsor sont désormais contraints de porter les deux aux yeux du monde. L'histoire s'écrit sous nos yeux non pas d'un trait de plume triomphaliste, mais grâce au courage de ceux qui ont osé parler quand le silence aurait été plus facile. Si le tribunal se réunit, il constituera l'épreuve ultime du système constitutionnel britannique. Il s'interrogera sur le caractère absolu du pouvoir du monarque et sur sa capacité à être encadré par les traditions, même qu'il prétend incarner. Pour les citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth, le dénouement de cette crise façonnera leur relation avec la monarchie pour les décennies à venir. William et Anne ont clairement indiqué qu'ils étaient prêts à se battre non pas pour eux-mêmes, mais pour l'intégrité du trône. Le dernier chapitre de cette histoire reste à écrire, mais les premiers ont déjà changé à jamais la perception du palais par le monde. En fin de compte, la couronne appartient à la fonction et au peuple, et non aux individus qui la portent à un moment donné. C'est cette vérité qu'Anne s'efforce de défendre, et c'est celle que la note divulguée cherchait à occulter. La monarchie a survécu à des siècles de menaces extérieures, mais la menace intérieure est souvent la plus dangereuse. Alors que les portes de Buckingham Palace restent fermées au public, la lutte interne se poursuit, rappelant que même les institutions les plus anciennes sont soumises aux complexités de l'ambition humaine et à la quête de justice. L'avenir de la couronne est incertain, mais la voix de la princesse royale a permis de garantir qu'elle ne sera pas usurpée en secret. Le monde entier reste captivé par le déroulement de cette affaire, conscient que les enjeux dépassent le simple conflit familial. Il s'agit de la transmission du pouvoir et de la question de savoir qui est digne de la confiance d'une nation. L'entourage de Camilla jadis, si sûr de sa capacité à gérer le roi et les médias, doit désormais se confronter à une opinion publique qui valorise la lignée et les volontés de la défunte reine plus que les projets de modernisation. La modernisation
prétexte à des ambitions démesurées a été démasqué. Il s'agissait d'une tactique d'exclusion. Alors que se clôt ce chapitre de l'histoire royale, l'aube révélera de nouvelles informations et poursuivra la marche vers une solution dont l'institution a si désespérément besoin pour retrouver son équilibre. La résilience de la monarchie a toujours résidé dans sa capacité d'adaptation, mais il ne faut pas confondre adaptation et trahison de ses principes fondamentaux. L'accession au trône de William est une promesse faite au peuple, une promesse qu'Anne est déterminée à tenir. Les ombres qui hantaient le palais depuis des années sont enfin dissipées par une lumière inextinguible. Quel que soit le dénouement, la monarchie britannique ne sera plus jamais la même après le jour où la princesse Anne a pris la parole. La couronne demeure au centre de la scène internationale, symbole d'un pouvoir aussi fragile qu'ancien, en attente de la vérité qui décidera de son destin.